Une des thématiques qui nous a beaucoup occupé ces dernières années, c'était les crypto-monnaies. Donc cette année, on a fait venir un des journalistes spécialisés dans la thématique pour faire un point de situation. On a avec nous un des fondateurs de The Big Whale, Monsieur Grégory Raymond. Bon, dis-nous déjà qui tu es en attendant. Ouais. Donc ouais, je m'appelle Grégory Raymond, j'ai un background de journaliste traditionnel, hein, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la presse économique française. J'ai travaillé notamment à Capital, j'ai aussi commencé dans le cadre de la crise des dettes souveraines, dans la crise de la zone euro, donc en 2010-2011, donc on peut dire que j'étais plongé dans le bain tout de suite et j'ai eu un intérêt pour les questions monétaires assez vite. Et disons que quand l'explosion des crypto-monnaies est arrivée en 2016-2017, eh bien, personne dans les rédactions savait traiter le sujet. C'était, enfin, vous avez peut-être cette opinion vous-même, hein, mais que c'est un Ponzi, que c'est un scam, et on passait complètement à côté de la révolution que ça a apporté, la décentralisation, la transparence sur les marchés financiers. Et donc il fallait traiter ça, et moi je me suis jeté dedans, et pour vous dire, c'est comme quand on tombe dans le terrier du lapin d'Alice au Pays des Merveilles, c'est impossible d'en sortir. C'est un sujet qui est entre vraiment la politique, l'économie bien sûr, la philosophie. Et donc j'ai suivi ça pendant à peu près 6 ans professionnellement, et voilà, je me suis dit, ça serait peut-être bien de monter un média indépendant dessus, vraiment ultra spécialisé. Donc ce média, ça s'appelle The Big Whale. The Big Whale, donc vous voyez bien la référence financière, une whale, donc un gros portefeuille, mais on aimait bien l'animal et sa capacité à aller au fond des choses. Donc ce qu'on propose sur The Big Whale, on a 2 approches. Déjà, il y a une formule gratuite qui est faite pour se nourrir de l'écume, une version payante ou corporate qui est vraiment là pour aller au fond des choses avec des gros rapports, et tout ça réalisé en toute indépendance. Parce que vous savez, dans le secteur, il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Les médias que l'on peut voir sur le sujet, voilà, parfait. Les médias que l'on peut voir sur le sujet n'ont pas les codes déontologiques des journalistes professionnels, c'est-à-dire ne pas investir, le goût du contradictoire, ne pas se faire payer. Ça peut paraître évident, hein, mais ce n'est pas le cas partout. Donc nous, on apporte un côté très journalistique, très sérieux. Et nous sommes disponibles en français et en anglais aussi, parce que The Big Whale, c'est un média européen. On veut parler de tout ce qui se passe en Europe. On aura peut-être l'occasion, Thomas, d'en parler ensemble, mais l'Europe est un foyer vraiment foisonnant sur le sujet du Web3, des cryptos. En plus, on l'a vu ces derniers jours, aux États-Unis, ça se passe très mal, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Europe. Donc, parfait. Voilà pour The Big Whale. Rejoins-moi et on va faire le point ensemble de tout ce qui se passe aujourd'hui. Merci d'abord d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Donc on a vu tout ce que vous faisiez, cette transparence journalistique qu'on ne trouve pas forcément toujours dans le milieu de la finance et peut-être encore moins dans le monde de la crypto que j'ai pu suivre, que je suis de très loin parce que ce n'est pas mon domaine de compétences principal. Moi, je voulais t'avoir ici aujourd'hui pour faire un tour d'horizon sur ce qui se passe. Alors, on a tous entendu, on vient de traverser 2 ans compliqués sur le marché des cryptos. C'est le cas de le dire. Hein. Et c'est peut-être pas terminé. Visiblement. Et on continue visiblement à avoir des trucs assez compliqués. Alors, bon, la première chose, c'est que tu as parlé du Web3. Moi, j'ai l'impression que quand je regarde ce que vous faites aujourd'hui, il y a tous ces sites de crypto qui viennent nous donner à peu près tout et n'importe quoi, qui s'apparentent quand même à beaucoup de rumeurs et on ne sait pas trop d'où sortent les sources. Et vous, est-ce qu'il y a vraiment une marge de différence? Et c'est quoi le Web3 au milieu de tout ça? Déjà, le Web3, si on devait le définir, c'est tout ce qui fait appel à la décentralisation, à la blockchain. En fait, dès que vous touchez à la blockchain, on parle de crypto, on parle de NFT, on parle parfois aussi d'univers immersifs comme les métavers. En fait, tout ça, c'est l'univers du Web3 et par opposition au Web2 où en fait, il y a quelques entreprises qui contrôlent tout. Là, dans le Web3, en fait, c'est l'utilisateur qui est vraiment au centre de l'activité. Vous avez votre wallet, votre portefeuille numérique, et c'est vous qui êtes maître de vos données. Tandis que dans le Web2, en fait, vos données servent en fait de fuel, en fait, de carburant pour faire tourner l'économie. Là, ça s'inverse. Et donc,
vous, en tant que média Web3, vous fonctionnez différemment que CNBC? Alors oui, ce qui est intéressant sur ce qu'on fait nous, c'est que on a mis la communauté au centre. Le Web3, c'est un univers voilà, où il y a beaucoup de communautés, les gens sont très présents sur les Discord, sur les forums. Et nous, c'est marrant parce que notre salle de rédaction, c'est pas juste dans une petite pièce entre journalistes, entre nous et on décide des sujets. Il y a beaucoup d'échanges sur notre Discord avec notre communauté. Il y en a quelques-uns dans la salle, je crois. Et d'ailleurs, il me semble, Thomas, que tu fais partie de cette communauté, mais que tu n'es pas très actif. Parce que je comprends rien. Moi, j'ai 52 ans, je fais semblant de comprendre quelque chose. Faut pas croire que... Et donc, tous nos abonnés, en tout cas les plus engagés, ont reçu des NFT. Et ces NFT-là permettent d'accéder à des événements qu'on organise et on va de plus en plus lier le NFT à l'abonnement qu'on propose. Donc voilà, je peux pas en dire un peu trop là-dessus. Mais pour l'instant, là, ça fait 1 an et demi qu'on est lancé. On est un média qui parle de Web3 surtout, mais on va devenir un vrai média Web3 dans les mois prochains où toute l'expérience décentralisée blockchain sera dans l'expérience de lecture et pour profiter du média. État des lieux. Parce que, comme on l'a dit en introduction, sans parler de FTX, maintenant il y en a Binance, on a Coinbase, on a les nouvelles régulations de la SEC qui viennent faire leur show. On se pose beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'on a vécu des périodes stratosphériques au niveau des cryptos. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. On en entend beaucoup moins parler. Pourtant, il y a quand même l'air d'avoir des mouvements qui existent encore sur certaines cryptos. On en est où là fondamentalement? Parce qu'on a l'impression, enfin de l'extérieur, je reprends mon rôle de vieux, entre guillemets, où j'ai l'impression, où je suis décalé, et je me dis, il y a eu une bulle, aujourd'hui on en parle beaucoup moins, et généralement dans les bulles ça se calme pendant 10 ans, puis après ça repart, et puis on a l'impression d'avoir raté le mouvement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui s'est passé avec FTX? Est-ce que c'est simplement un signe des temps parce que c'était le début et puis qu'il y a eu des erreurs de jeunesse et que maintenant on part dans quelque chose de plus structurel? Est-ce que la réglementation que les Américains veulent mettre en place aura des conséquences? Voilà, Bon, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, mais comme on a encore 30 minutes, il faut que je meuble. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le crash de FTX, donc, qui est arrivé en novembre 2022, c'est, je pense, le point bas de ce marché baissier qui a été entamé 1 an auparavant, même si je n'ai pas de boule de cristal et il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Mais on a observé une longue dégringolade, mais il faut prendre un peu de recul parce que il s'est passé exactement la même chose quelques années avant et encore quelques années avant. Les cycles dans les cryptos sont beaucoup plus rapprochés que sur les marchés actions. On va plutôt de 2 ans de bear market, 2 ans de bull market. Là, on s'approche de la fin des 2 ans. Il y a des signes qui montrent que ça va mieux sur les marchés. Faut aussi retenir que quelqu'un qui a investi dans les cryptos, enfin, on va plutôt parler de Bitcoin surtout, parce que c'est surtout Bitcoin qui compte. Quelqu'un qui a investi dans le Bitcoin, qui a gardé ses Bitcoins pendant au moins 3 ans, a toujours été gagnant. Donc il faut aussi se méfier des news, quand vous entendez que les cours chutent énormément. Quelqu'un qui a une gestion assez conservatrice en fait, de ses bitcoins est assez serein par rapport à ce qui se passe. Là, le cours évolue toujours bien plus haut que là où il avait été au maximum en 2017. Donc c'est sûr que quelqu'un qui s'amuse à faire du trading, oui, il y a énormément de risques, mais quelqu'un qui fait du DCA, qui par exemple qui investit un tout petit peu chaque mois, régulièrement, cette personne-là, elle est très heureuse aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui font ça, du DCA là-dedans, parce que c'est pas le sentiment que ça donne, en tout cas vu de l'extérieur. Si. D'ailleurs, il y a de plus en plus de startups spécialisées dans l'investissement en DCA qui se lancent. On peut parler de StackingSat, BitStack, qui sont assez connus en France. Moi, je pense que c'est la bonne manière d'investir. À part, bien sûr, si vous êtes un croyant, vous avez peut-être plus intérêt à investir d'un coup et laisser traîner, mais si vous voulez lisser la volatilité, je pense que c'est la meilleure solution. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore investi dans le Bitcoin, je pense que c'est la solution la plus sûre, la plus sereine, on va dire. Alors, je suis assez d'accord, parce que nous, on vient du DCA, et donc ça, c'est pas un problème. Par contre, la réflexion, c'est que l'image que ça a donné de l'extérieur, c'était pas vraiment ce truc-là, quoi. C'était plus difficile, on va faire 200% la semaine prochaine, parce que voilà, mais... Oui, non, mais ça, c'est l'image que renvoie ce secteur. Nous, on est là justement pour aussi, avec The Big Whale, apporter un peu de sérénité et de sérieux, et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est la face émergée de l'iceberg.
En réalité, oui, à part les tout jeunes qui ont envie d'aller au casino et qui rêvent de devenir millionnaires en 2 jours, en fait, il n'y a que des gens sérieux comme toi, comme moi, qui vont... Ah non, moi je suis pas sérieux, mais pour toi certainement, après c'est autre chose. C'est les lunettes qui font sérieux. Moi j'en ai aussi, mais ça change rien. Là, donc mais en fait, l'idée c'est qu'effectivement aujourd'hui, on voit qu'il y a une transformation, en tout cas ça donne l'impression d'être beaucoup plus clean. C'est vrai qu'on parle beaucoup moins de certaines monnaies, mais il y a toujours le Bitcoin, donc ça reste clairement... Enfin, j'entends... C'est la mère de toutes les crypto-monnaies. Ok, la mère de toutes, mais c'est la meilleure aussi ou non, en fait, elles sont différentes, mais moi, je vais pas vous donner les 10-15 meilleures crypto-monnaies. Là, aujourd'hui, chacun doit faire ses propres recherches, mais par contre, il faut retenir des fondamentaux. Bitcoin, Ethereum. Bitcoin, c'est vraiment... On peut vraiment parler de monnaie. Bien sûr, les banques centrales vous diront que non. Mais c'est normal, elles défendent leur précaré. Mais pour moi, c'est vraiment au sens... C'est la monnaie d'Internet. Elle peut s'apparenter à une réserve de valeur, je dis bien peu, enfin même, je dirais pourrait, ce serait plus exact, parce que dans son protocole, il ne pourra jamais y avoir plus de 21 millions d'unités en circulation. Quand on est face à des monnaies qui sont un peu infinies pour financer la dette, la croissance, on se dit que le Bitcoin a des perspectives intéressantes. Il y a le côté incensurable, hein, personne ne peut saisir vos fonds dessus, donc il y a le côté... c'est une alternative aux banques, au système financier traditionnel, et on peut envoyer des bitcoins à l'autre bout du monde pour des frais mais extrêmement modiques, $1 peut-être moins. Donc pour ça, Bitcoin c'est intéressant. Et le deuxième sujet, donc c'est Ethereum. Ethereum, c'est en gros, c'est l'infrastructure globale du Web 3. Ethereum a des concurrents. On peut parler de Solana, ce genre de choses, mais moi, si vous ne connaissez pas encore trop, ne vous aventurez pas là-dedans. Ce qui est important, c'est Ethereum. C'est là-dessus qu'on va construire toutes les solutions de finances décentralisées. Vous entendez peut-être parler aussi d'identité décentralisée, ce genre de choses. Tout ça, c'est construit sur Ethereum. Et en fait, si vous n'y connaissez pas grand-chose, au moins vous savez que toutes les choses construites autour du Web 3 le sont sur Ethereum. Ethereum, c'est un peu l'Internet du Web 3. C'est la couche d'infrastructure. On avait notre spécialiste de l'inflation tout à l'heure. On a souvent entendu parler, et c'est une question qui revient via le web chez nous aujourd'hui, l'inflation et le Bitcoin. On a souvent entendu dire que le Bitcoin, c'était la solution contre l'inflation, sachant qu'on n'a pas non plus 400 ans de recul. Les partisans du Bitcoin vont vous dire que oui, assurément, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il y a toutes les caractéristiques techniques qui peuvent être un rempart, enfin offrir au Bitcoin les caractéristiques de rempart contre l'inflation, mais pour que ça le soit vraiment, il faudrait que la plupart des gens en fait en aient conscience et confiance aussi dans Bitcoin pour que ça le soit. Aujourd'hui, le Bitcoin se comporte plus comme un actif à risque. Il suit beaucoup l'indice du Nasdaq, donc on ne peut pas dire que c'est un rempart contre l'inflation, là, maintenant, tout de suite. Mais le Bitcoin, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une courbe d'adoption de plus en plus importante, il y a toujours de plus en plus de monde qui en utilise, qui se crée des portefeuilles numériques, et il y a aussi de moins en moins de Bitcoin qui sont émis chaque jour. Donc en fait, si on croise les courbes, techniquement, le Bitcoin est censé apporter, disons, une rareté qui se rapproche de l'or, et donc l'or peut être un rempart contre l'inflation, par exemple. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de promesses, on n'y est pas encore, loin de là, mais les caractéristiques techniques le permettent. D'accord. Régulation. Là, on a entendu, après l'effondrement de FTX, maintenant on voit que la SEC, les autorités financières américaines, sont en train de réglementer tout le monde. C'est un peu la chasse aux sorcières, on a l'impression. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit penser que les Américains sont en train de faire leur chasse aux sorcières et que ça va donner une chance à l'Europe, quelque part au niveau des exchanges? Comment c'est en train de se transformer tout ça? Parce que c'est vrai, comme tu le disais avant, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en Europe et qu'il y a quand même une séparation. Là, ce qu'on voit, en tout cas de l'extérieur aux États-Unis, c'est qu'ils sont en train de leur faire la peau. Et puis en Europe, on a l'impression que ça reste encore le Far West et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Oui, effectivement. En fait, c'est parce que les États-Unis, la façon dont ils construisent les lois, disons que les lois, elles se construisent
quand il y a quelque chose qui se passe, on va légiférer par-dessus, on va essayer de s'adapter. En Europe, on légifère d'abord, enfin je parle surtout de l'UE, hein, on légifère d'abord et après on laisse l'activité se développer. Et ben, je crois que pour une fois, c'est plutôt la bonne démarche qui a été choisie en Europe, parce que là, aux États-Unis, juste en fait, il n'y a pas de cadre pour les crypto-monnaies. Ce n'est pas reconnu dans la loi, dans le code monétaire. Et donc, du coup, la SEC estime que c'est à elle de gérer le sujet, et elle voit des titres financiers partout. Sauf qu'il n'y a aucun projet crypto, aucune bourse crypto qui ne bénéficie des enregistrements légaux de bourses enregistrées, ce genre de choses. Donc en fait, là, la SEC menace de tout simplement interdire toutes les bourses, que tous les projets crypto en fait, vont être requalifiés en titres financiers, mais ils n'ont pas les qualifications pour. En fait, là, ça risque de très mal se passer aux États-Unis. On peut se demander pourquoi aussi, mais peut-être parce que le dollar est tellement la monnaie reine que les États-Unis n'ont peut-être pas envie de voir se développer ces alternatives. C'est une possibilité. Mais en tout cas, pour revenir à l'Europe, on a un cadre qui n'est pas parfait, hein, mais qui vient d'être adopté, qui s'appelle MiCA. Donc c'est en gros le cadre pour les cryptoactifs, et donc qui sera vraiment appliqué à partir de 2025. Et en fait, ce cadre-là permet de développer sereinement son activité en Europe quand on a une bourse d'échange, quand on a un projet qui met au cœur de son activité des tokens, des cryptos. Aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas finir en prison. C'est déjà bien. Aux États-Unis, c'est pas le cas. C'est pas évident. Est-ce que qu'est-ce qui serait pour toi un déclencheur? C'est une question qui vient du web directement. Quel serait le web 2, hein, je sais pas, enfin le web. Quel serait l'élément déclencheur pour une adoption de masse des crypto-monnaies? Ça devienne la norme et que. Bonne question. Enfin, je pense pas que ça se passera du jour au lendemain. Mais à mon avis, l'inflation, si elle n'est pas contenue, suscitera de plus en plus de discussions au sujet du Bitcoin. Et je pense que progressivement, les gens mettront un peu plus dans leur portefeuille d'investissement global. Moi, je suis assez excité par cette période. Je ne suis pas excité par l'inflation, je vous rassure. Mais c'est la première fois qu'on va voir le Bitcoin se frotter à une inflation assez forte dans les pays développés. Et pendant des années, on a dit Bitcoin rempart contre l'inflation, sauf que on ne pouvait pas le vérifier. Là, c'est le moment. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais on le voit, hein, la plupart des institutions financières classiques, hein, dont Swissquote, hein, proposent de l'investissement en crypto, et d'ailleurs depuis un moment. Hein, et je trouve que c'est un signal fort, ça, pour cet écosystème. Je me rappelle, la première fois que je suis tombé sur le sujet Bitcoin, c'était en 2013 à peu près. D'ailleurs, j'ai rien compris au début. Hein. Mais ce qu'on voyait, c'est que c'était la monnaie des terroristes. C'est que il y avait une connotation extrêmement négative. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on peut acheter du Bitcoin sur Swissquote. Et ça, les choses se font petit à petit. Et plus les gens, en fait, trouvent de l'attrait à Bitcoin pour son côté anti-inflation théorique, plus en fait il va être adopté, et plus ça va se répandre dans la société. Et en tout cas, c'est une monnaie libre. Tout le monde peut s'en saisir normalement. Et bien sûr, on peut passer par des institutions financières comme Swissquote, mais on peut aussi avoir son wallet auto-hébergé. Personne ne peut vous le saisir. Donc dans ce sens-là, c'est une monnaie publique. Pas dans le sens l'État, mais dans le sens où tout le monde peut s'en saisir et participer à son fonctionnement. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Si aujourd'hui, quelqu'un... Alors, vu ce qui s'est passé sur FTX, vu ce qui s'est passé aujourd'hui sur Binance et sur Coinbase, la question c'est, spontanément, on n'a pas forcément envie d'aller ouvrir un compte là tout de suite chez eux maintenant. Enfin, c'est comme ça que je le vois, je sais pas, je vais me tromper, mais je veux dire, alors oui, il y a Swissquote, mais sans faire du marketing aujourd'hui. Demain, la personne qui se dit, moi je veux faire de la crypto par rapport à ce qui se passe maintenant aux États-Unis, spontanément, on va se baser en Europe. Est-ce qu'on va sur un exchange? Est-ce qu'on fait du ledger? C'est ça, si j'ai bien compris. On peut mettre sur un ledger, donc une solution auto-hébergée. En fait, tout dépend de votre niveau. Si vous n'y connaissez rien, mais que vous avez envie d'acheter vos premières poussières de Bitcoin,
Faites simple, allez sur Swissquote, allez... je fais de la pub là. Hein. Ouais, je vois, c'est pas prévu. Je ne suis pas payé. Mais non, mais allez sur des institutions que vous connaissez surtout. La confiance, c'est ultra important. Des institutions qui ont pignon sur rue, qui ont un numéro de téléphone, hein, qui sont enregistrés légalement, voilà, quelque part. Ça, c'est les Suisses ne fait pas, je devrais avoir ce genre de ça. Je crois pas. C'est un truc suisse, ça c'est pour ça. Blague suisse. Et après, les grandes plateformes américaines type Coinbase, elles vont pas s'écrouler demain. Hein. On va pas bloquer les fonds demain. Il y a des doutes à long terme, mais c'est pas une mauvaise idée non plus d'aller dessus. Par contre, il y a la plus grande plateforme d'échange au monde qui s'appelle Binance, qui a aussi des problèmes aux États-Unis. Alors là, il y a des raisons que j'exposais un peu tout à l'heure, qu'il faudrait que Binance soit enregistré comme une vraie bourse, comme le Nasdaq et tout, et donc Coinbase souffre des mêmes problèmes, mais aussi la SEC accuse Binance de manipulation de marché. Là, c'est très grave. Il y a une plainte qui a été déposée contre son CEO. Potentiellement, il risque la prison, hein, ce qui n'est pas du tout le cas chez Coinbase. Donc là, en fait, chez Binance, on ne sait pas comment ça va se finir au niveau judiciaire. Là, pour l'instant, c'est juste la filiale américaine qui est visée, mais on voit bien que la SEC essaye d'avoir en fait la plateforme globale Binance. Donc là, je ne veux pas faire peur à tout le monde, hein, les fonds ne sont pas à risque pour l'instant. Mais bon, là, on ne sait pas ce que ça va donner. Moi, je conseille plutôt d'investir à travers des plateformes dont on connaît bien les gens, qui sont enregistrés en toute sécurité. Voilà. En sachant qu'aux États-Unis, les manipulations de marché, ça a l'air très grave, mais dans les actions, on s'en sort toujours relativement bien. Mining. Là, j'ai une question qui vient. Que penser des entreprises qui font du mining dans la crypto? On me parle de Marathon Digital. Alors, je me souviens qu'il y a eu, en tout cas au niveau des actions, beaucoup de volume et beaucoup de spéculation à l'époque. C'est quoi l'avenir? Parce que j'ai entendu dire que c'était quand même un gros problème pour ces entreprises qui, maintenant, le coût de l'électricité. Ah bah oui, là aujourd'hui, oui, il y a un problème parce que oui, effectivement, le coût de l'électricité est monté très fort. Pendant un moment, là, c'était plus rentable de miner. Enfin, c'était quasiment plus rentable. Donc ces sociétés étaient en train de s'écrouler. Disons que si la question c'est est-ce qu'il faut investir en actions dans ces sociétés-là, je trouve qu'il vaut mieux investir dans du Bitcoin tout court, hein. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Mais il y a une dimension écologique aussi qu'il faut pas du tout oublier sur le mining. Le mining consomme énormément d'énergie. Après, il faut se demander d'où elle vient l'énergie. Il y a des entreprises qui sont totalement vertes. Au Québec notamment, et en fait qui ont un impact environnemental en fait très positif. Donc il ne faut pas voir tous ces monstres qui utilisent du gaz de schiste pour miner du Bitcoin. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a un peu de tout, et je pense que les États, là pour le coup, devraient intervenir et définir des politiques publiques vraiment ambitieuses, sanctionner le mining quand il vient de sources très carbonées, le soutenir quand il vient de sources vertes. Et il y a certains partisans en France, hein, notamment du Bitcoin, qui appellent EDF à utiliser le surplus de ses centrales nucléaires pour miner du Bitcoin et mettre ça dans les caisses de l'État. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été pris très au sérieux par l'État. Ça m'étonne, là, franchement. Mais en tout cas, voilà, il y a des réflexions comme ça qui existent. Comment choisir un bon projet? Alors c'est pas moi qui. Pouvez-vous nous expliquer la façon de choisir une crypto avec un bon projet qui serait utile dans la vie quotidienne? Alors, il y a deux questions en une. Déjà, un bon projet. C'est quoi un bon projet? Un bon projet. Comment on repère un bon projet? Il faut regarder l'équipe. L'équipe, c'est le plus important, mais comme dans toutes les startups en fait, hein, on va regarder le pédigré des entrepreneurs, ce qu'ils ont fait avant. S'ils sont recommandés par leur pairs. Donc déjà, vous avez une petite indication. Après, il faut lire le white paper. Donc le white paper, c'est le document qui est censé être très court, qui présente le projet. Donc déjà, si vous lisez ça, ce que en fait la plupart des gens ne font pas, hein, déjà vous avez une bonne indication. Et après, il faut vous rendre, c'est idiot, hein, mais sur leur site internet. Et en fait, vous verrez tout de suite si c'est quelqu'un qui vous promet la fortune en 2 jours ou pas. Donc ce genre de choses, généralement, il faut éviter.
Et un bon projet, parce que la question c'était un bon projet utile. Dans la vie quotidienne. Moi, j'ai de la peine à me rendre compte que ce serait un projet utile dans la vie quotidienne. Bitcoin est un projet utile dans la vie quotidienne. Dans quel sens? Non, mais comme on disait tout à l'heure, ça permet de faire des paiements sans intermédiaire à l'autre bout du monde pour des frais modiques. Enfin, chacun l'adapte en fonction de ses besoins. Non, mais l'idée, ce serait aujourd'hui, si on devait... Alors, je vais aller un peu plus loin dans la réflexion, parce que j'imagine que la plupart des gens qui en font depuis 2 ans, qu'ont vécu, ou 3 ans, qui ont vécu la hausse et la baisse, vont avoir tendance à vouloir chercher l'autre Bitcoin. Oui, voilà, c'est une excellente remarque, Thomas. Je crois que tout le monde se dit que le Bitcoin, on l'a manqué. C'est trop tard, il vaut trop cher, c'est plus pour moi, je vais essayer de trouver le nouveau Bitcoin. Et ce fantasme-là, en fait, je pense qu'il faut le mettre sous le tapis. De toutes les crypto-monnaies qui existent, là, vous prenez le top 100, dans 2 ans, 80% n'existeront plus. Bien sûr qu'il y en a quelques-uns, il y a quelques valeurs qui vont rester, qui deviendront certainement des très grandes valeurs du secteur, mais c'est très risqué. Et en fait, dans cet univers-là, le Bitcoin, c'est la valeur conservatrice, c'est la valeur un peu chiante même, on va dire, mais il ne faut pas oublier que globalement, l'univers des crypto-monnaies est quand même très dangereux. Donc, concentrez-vous sur le Bitcoin et Ethereum. Arrêtez de chercher les nouveaux. Tu connais Katie Wood? Ouais. Ok. Elle a dit l'autre jour que le Bitcoin serait à 1 million en 2030. Oui, Si tu me réponds à la raison, on a réglé la journée, parce qu'on achète des bitcoins et puis c'est réglé, mais sur on va pas se casser la tête n'importe où, mais peu importe, on n'a pas besoin de faire de l'investissement après, parce que entre 25 000 aujourd'hui et 1 million dans 7 ans, moi je signe. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Alors, si on compare par rapport à l'or, alors j'ai plus les calculs en tête exactement, mais si la capitalisation de l'or et du bitcoin devait être équivalente, en fait, un bitcoin coûterait entre 300 000 et 500 000 $. Je pense que c'est plutôt ce genre de prix qu'il faut viser. Alors, j'ai aucune idée de quand. Hein. Oui, c'est facile ça. mais en fait, non, mais parce qu'il faut, on peut donner une somme, c'est bien gentil, mais il faut s'appuyer sur des arguments pour les étayer. Moi, je me base plutôt là-dessus. Tu sais que dans la finance classique, on a une mémoire qui dure 12 secondes. Hein. C'est la mémoire du poisson rouge. Donc, un tour de bocal, on a déjà oublié. Donc, tu peux dire n'importe quoi, c'est pas grave, personne t'en voudra. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Mais moi, j'ai la conviction que le Bitcoin se rapprochera de plus en plus dans les consciences de l'or, donc c'est de l'or numérique. Et si on veut mettre les capitalisations côte à côte, un bitcoin, compte tenu de ça, vaut à peu près entre 300 et 500 000 $. Mais pour ça, voilà, il va falloir des années, je pense beaucoup de crises, pour qu'on se rende compte des points forts du bitcoin. Par exemple, si le bitcoin avait existé pendant la crise des subprimes, quand il y avait un credit crunch que plus personne voulait se prêter, je pense qu'on aurait vu tout de suite à quoi il servait. Le fait qu'on puisse transférer des fonds sans intermédiaire, sans avoir besoin de faire confiance à quelqu'un. Imaginons une crise des subprimes, un credit crunch massif se redéroule, on pourrait trouver des nouvelles vertus au Bitcoin, et pas que chez les petites gens, hein, dans les institutions financières aussi. Donc, des événements comme ça pourraient pousser Bitcoin à la hausse. Mais bon, encore une fois, là, c'est de la boule de cristal. Mais... Bon, on a vu l'autre jour qu'on a eu une crise dans les banques régionales aux États-Unis où les gens se sont retirés l'argent massivement. On a eu une perte de confiance qui visiblement n'est pas encore complètement revenue. Et pourtant, ça aurait pu vraiment correspondre à un besoin. Si tu n'as plus confiance au système bancaire, où est-ce qu'on va aller concrètement? Donc le Bitcoin aurait semblé être la solution ultime et finalement... Tu remarqueras qu'à ce moment-là, le Bitcoin a fortement monté. Ouais, pas tant que ça, c'est pas non plus... non, mais t'es trop gourmand, toi. Ah bah, moi, je sais pas, on m'a habitué 15 000, 65 000. Si ça fait pas 400% dans la semaine, il n'y a aucun intérêt. En bear market, quelque chose comme 30 ou 40% oui, mais en 2 semaines, c'est quand même pas mal. Hein. Nous, on fait ça sur l'intelligence artificielle en 2 jours, hein, c'est pas un problème. On y reviendra plus tard. J'aimerais déjà savoir si dans la salle, il y a des gens qui ont aussi des questions, parce que sinon, je vais parler tout le temps tout seul. Et c'est pas le but. Et en fait, moi j'ai une question pour vous. Alors, je ne vois pas très bien, mais qui a des crypto-monnaies? Ouais, quasiment. Ouais, vous êtes presque là. On ne veut pas savoir combien. Un tiers. Non, pas mal. Pas mal. Mais oui, quand même. Donc, vous avez des questions concrètes?
Alors, juste 2 secondes. Vous avez des micros à faire tourner ou pas? Je vois rien. Pas de micro. Alors, posez la question, je la répéterai avant. Et en plus, je suis un peu dur d'oreille. Ouais. Allez-y, posez la question et parlez fort. Même du décès. Je pense qu'après, les jeunes, il y en a de moins en moins qui peuvent quand même. Écoute, on espère. On va aller faire un boulot, on revient. À tout à l'heure. T'as ton téléphone? Exactement. Alors, Pourquoi on a donné, par exemple, 21 millions de tokens de BTC, mais pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? alors, monsieur est un spécialiste du trading sur l'or, je le sais, j'ai entendu la dernière fois que je l'ai rencontré. Ça, c'est la première chose. Donc, je comprends pourquoi il pose la question. Ensuite, il a posé une question à rallonge. Alors, je répète la question pour ceux qui sont en streaming sur YouTube. Pourquoi 21 millions d'unités? Voilà. Alors, déjà, c'est pourquoi 21 millions d'unités sur le Bitcoin? Pourquoi ça a été décidé? Et pourquoi l'or serait moins bien ou mieux que le Bitcoin? Alors, sur les 21 millions d'unités, ça a été défini donc, par Satoshi Nakamoto lui-même au moment de la création, mais il ne l'a pas justifié. Il ne l'a pas justifié et il y a plein d'hypothèses par rapport à ça. Vous savez qu'un Bitcoin, ça se divise en 100 millions d'unités. Donc, une unité, ça s'appelle un Satoshi. Et en fait, si on prend l'ensemble des Satoshi, ça correspondrait à peu près à la masse monétaire de l'époque. Donc en gros, le Bitcoin, il l'avait un peu défini comme la monnaie mondiale, la future monnaie mondiale globale, et qu'il fallait un nombre d'unités de ce type-là pour pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. C'est une hypothèse que moi je trouve assez cohérente, mais en tout cas, encore une fois, elle n'a jamais été justifiée. La deuxième question que tu posais, c'est est-ce que ça peut changer? Est-ce que quelqu'un du jour au lendemain peut changer? Non, quelqu'un du jour au lendemain ne peut pas le faire. Par contre, si la communauté Bitcoin s'accordait pour ce changement-là, on peut totalement faire un fork dans le code de la blockchain. Et il y aurait un autre Bitcoin qui naîtrait avec, par exemple, 100 millions de tokens au lieu de 21 millions. Ça serait possible. Il y a déjà eu des forks qui sont passés comme ça, mais à chaque fois, la communauté n'a jamais suivi. La communauté qui est autour du Bitcoin, elle est très conservatrice. Et les gens sont très très attachés à ce 21 millions. Et je pense que ça ne changera pas, en tout cas la chaîne Bitcoin principale, les Bitcoins que vous pouvez avoir dans votre portefeuille numérique, il y a une chance sur 1 milliard qu'un jour il soit dévalué. Quoi. Il y a quand même une chance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Continue à faire de l'or, il laisse faire les Bitcoins. Bien, si tu fais bien du sûr, Bitcoin, bien sûr. Quoi. Mais tu gagnes à tous les coups sur l'or, pourquoi tu veux rentrer là-dedans? Il y a toujours une chance, mais ce que je peux vous dire juste par expérience, à chaque fois qu'il y a des changements fondamentaux qui ont été débattus dans la communauté Bitcoin, ça a toujours été rejeté. Bitcoin évolue très peu. Et c'est aussi pour ça que c'est la crypto-monnaie la plus solide. C'est parce qu'on ne va pas vous promettre monts et merveilles, il y a quelque chose qui fonctionne. Ça a des défauts, un Bitcoin, bien sûr. Quand il y a beaucoup de monde qui utilise le réseau, les frais peuvent monter assez haut. Par exemple, je me souviens qu'en 2017, j'avais envoyé 10 euros de Bitcoin à quelqu'un. Les frais m'avaient coûté 50 euros. J'étais super. Donc quand le réseau est très très utilisé, voilà, ça fonctionne un peu mal. Il faut imaginer des couches secondaires à mettre dessus. Il y a le Lightning Network, par exemple. Donc, voilà. Mais sur la partie masse monétaire, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, même si le risque zéro, comme je le soulignais, n'existe pas. Moi, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Je vois pas. Au fond, là. Ouais. Les 21 millions de bitcoins émis, qui les a émis et qui les possède? J'ai pas très bien entendu. Les 21 millions de bitcoins émis, il y a bien quelqu'un qui les possède, ou plusieurs personnes. Alors, les 21 millions, alors déjà, il n'y en a pas encore 21 millions qui existent. Là, aujourd'hui, on est proche des 19 millions. Si vous voulez, toutes les 10 minutes, il y a une équation mathématique qui est proposée à tous les mineurs, et le mineur qui gagne cette équation reçoit 6,25 bitcoins voilà, pour ça. Donc ça arrive toutes les 10 minutes. Et tous les 4 ans,
la récompense est divisée par 2. Et le 21 millionième Bitcoin donc, devrait être déversé sur le réseau aux alentours de 2140. Voilà, ça c'est pour expliquer l'inflation monétaire du Bitcoin. Alors sur qui les détient, c'est tous les gens qui en ont acheté, tous les gens qui en ont miné. Mais on peut suivre les gros portefeuilles, tout est transparent, c'est sur la blockchain. Vous apercevrez que les plus gros, en fait, ils appartiennent aux plateformes d'échange, à Binance par exemple. Il y a bien sûr des gens qui étaient là très tôt et qui ont eu la bonne idée de ne surtout pas vendre leur Bitcoin quand par exemple ça a atteint 100 $, alors que ça semblait exceptionnel à l'époque. Donc oui, il y a quand même des gros portefeuilles, il y a une certaine concentration, mais celle-ci tend à chuter, on va dire, parce que de toute façon, il y a de plus en plus d'adoption, donc ça se diffuse. Mais il y a encore des très grosses whales, comme on dit. Hop. Il y a une question. Monsieur peut avoir un micro ou pas? Non, pas. C'est bon, c'est après, bon. je dois répéter la question, sinon c'est pas. Si elle ne fait pas une demi-heure, la question, ça va aussi. Donc... Non, du tout. Bonjour. Bonjour. Petite question profane. J'ai un petit peu de Bitcoin et quand j'imagine, comme beaucoup de monde, c'est spéculatif plus que tout. Donc ma question, c'est surtout qui paye quoi avec des Bitcoins aujourd'hui et puis en Suisse plutôt que... parce que les États-Unis, c'est super. Je répète juste la question pour ceux qui n'ont pas entendu sur YouTube, c'est qui paye quoi en Bitcoin à l'heure actuelle? Alors, faut dézoomer un peu. Effectivement, en Suisse, pas grand monde. En France, pas grand monde. En Europe occidentale, pas grand monde. Mais il faut dézoomer un peu. Nous, on a la chance d'avoir des monnaies solides, un système financier qui fonctionne bien, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. En Amérique du Sud, par exemple, avec The Big Whale, on est parti en Argentine. La monnaie là-bas, c'est l'horreur. L'accès au dollar est très contrôlé. Donc comment on fait en fait pour quand notre salaire est dévalué, notre patrimoine est dévalué de 100%, quasiment 100% en un an, et qu'on n'a pas accès au dollar, eh bien le Bitcoin, les stablecoins, donc en gros tous les actifs numériques sur blockchain, présentent énormément d'avantages pour se protéger. Donc moi je pense à ce genre de choses, là où c'est vraiment très utile. On va faire l'impasse sur le Salvador, qui est vraiment une expérience très particulière, qui est presque politique. Mais en Afrique, notamment au Ghana, au Rwanda, dans toute cette zone-là, au Nigeria aussi, il y a beaucoup d'expériences intéressantes. C'est très bête, hein, mais quand on a de la famille qui est là-bas, que nous on travaille en Suisse, en France, qu'on veut envoyer des fonds là-bas, il y a des intermédiaires qui se gavent, mais littéralement qui se gavent. Les Western Union et compagnie, c'est plus possible ça. Et donc Bitcoin permet d'envoyer en une poignée de minutes, en 10 minutes, hein, une transaction ça se valide en 10 minutes, pour voilà, 1 euro, un franc suisse. Et c'est 10, 20 fois moins cher qu'en passant par les intermédiaires classiques de rémittance. Et là, il y a un intérêt très fort. Donc voilà, il faut toujours dézoomer. Et Bitcoin, ce n'est pas la monnaie de l'Europe, ce n'est pas la monnaie de la Suisse, c'est la monnaie globale et libre du monde, la monnaie d'Internet. Donc il faut penser global quand on veut se demander à quoi il sert. Merci Grégory. Je dois malheureusement couper ici. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Très vite. Bonne journée. Merci.